notre invité politique ce matin, c'est Guillaume Larrivé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député Les Républicains de Lyon. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, monsieur Larrivé, bonjour. Bonjour. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites. Guillaume Larrivé, Édouard Philippe, qui lancera cet après-midi la conférence d'équilibre et de financement des retraites. Est-ce que pour vous, les mesures d'âge sont indispensables ? Assurément oui. Ce que je veux vous dire surtout ce matin, c'est que j'aurais voulu pouvoir voter une réforme sauvegardant le système des retraites, sauvegardant le niveau des pensions des Français. J'aurais vraiment voulu pouvoir voter cela. Le problème, qui est un problème absolument majeur, c'est qu'on est aujourd'hui saisi, nous les députés, d'un projet de loi qui est ni fait ni à faire. C'est une vraie fausse réforme. On va revenir sur ce qui se passe au Parlement, mais sur ces mesures d'âge. Oriane Mancini, on parle quand même des retraites des Français, c'est-à-dire de quelque chose qui concerne 14% du produit intérieur brut. Et on nous dit, débattez, votez tranquillement, mais toutes les questions de financement, on verra ça plus tard. Il y a une conférence de financement avec des syndicats qui vont causer de tout ça. Et l'Assemblée nationale, on vous en parlera plus tard. Il y a un problème institutionnel, mais il y a surtout un problème de fond. Comment voulez-vous que le Parlement vote une réforme des retraites sans avoir le début d'une esquisse de commencement de projet pour savoir comment on finance tout ça? C'est pas sérieux. Et mais elle n'aurait pas dû avoir lieu, cette conférence de financement, pour vous? C'était au Parlement de trancher tout ça, pas aux partenaires sociaux? Le vrai sujet, c'est que une vraie réforme des retraites, elle doit nécessairement être financée. Autrement, ça n'est pas sérieux. Mais c'est ce qui va être le cas. La conférence de financement doit décider des mesures de rééquilibrage du système. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Lécuyer? Vous ne savez pas. On peut comme donner gage aux partenaires sociaux de trouver des solutions, a priori. Moi, précisément, je pense que chacun doit jouer son rôle. Le Parlement vote la loi. On a été élu pour ça. Voter la loi sur les retraites sans savoir comment on finance, en renvoyant ça à plus tard, c'est juste pas responsable. Moi, je ne sais pas si la conférence de financement qui va s'ouvrir aujourd'hui va proposer, par exemple, d'augmenter les cotisations. Il y a certains syndicats qui disent ça. Moi, je ne veux pas qu'on augmente les prélèvements sur les entreprises Philippe a fermé la porte, sur les salariés. OK, admettons qu'il ferme la porte. Alors, c'est quoi l'autre solution? C'est de diminuer les pensions? Ah ben non, j'espère qu'on ne va pas quand même... Là aussi, il a fermé la porte. D'accord, alors dans ce cas, si ce n'est pas une augmentation des cotisations et si ce n'est pas une baisse des pensions, c'est d'une manière ou d'une autre une augmentation de la durée de cotisation, un report de l'âge. Mais alors là aussi, comme ce gouvernement avance en crabe, il nous dit « Ah ben non, ce n'est pas vraiment ça, puisque dans le texte dont on est saisi, il n'y a plus de mesure d'âge en réalité. » Donc vous voyez bien, comme on dit en mathématiques, tout ça, c'est un ensemble vide. Bienvenue en absurdie. La vérité, c'est quoi? C'est qu'en 2017, au moment de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est entiché d'une sorte de lubie technocratique qui était le système universel à points. Voilà, il avait plus ou moins improvisé ça. Parmi les multiples improvisations de sa campagne, il y avait cette improvisation. C'est une lubie qui est expérimentée dans la plupart des pays européens, qui est une lubie qui sert à agir carco à l'heure actuelle, le système à points. Est-ce que c'est véritablement une absurdité? Je ne dis pas que c'est en soi nécessairement une absurdité, je dis que dans la France d'aujourd'hui, dans la manière dont tout ça a été construit, ils s'en tigent de ce truc en disant qu'il faut faire un système à points. Ensuite, pendant 2 ans et demi, il se passe quoi? Il se passe une espèce de vague discussion qui aboutissent à rien, dirigée par quelqu'un de parfaitement incompétent, manifestement, qui était M. Delevoye. Et puis, tout ça aboutit à une espèce de brouillon invraisemblable. Incompétent, vous dites, Jean-Paul Delevoye. Je pense que ça n'a pas été merveilleusement préparé. Et j'en veux pour preuve quand même, cette semaine, cet avis du Conseil d'État qui a été rendu. Il se trouve que je connais un peu le Conseil d'État, j'en étais membre quand j'étais plus jeune. De mémoire de membres du Conseil d'État, jamais le Conseil n'avait rendu un avis sur un projet de loi aussi sévère en disant on ne peut pas garantir la sécurité juridique, l'étude d'impact est creuse, les questions de financement ne sont pas là, il y a 29 ordonnances, c'est-à-dire c'est un texte à trous. Voilà. Je ne suis pas du tout dans une posture politicienne, encore une fois. Il m'est arrivé de voter des trucs proposés par Emmanuel Macron et Édouard Philippe au début du quinquennat. J'ai voté les ordonnances sur le travail, j'ai même voté la réforme de la SNCF. Je ne suis pas une espèce de bourrin qui refuserait absolument tout. Je ne suis pas du tout dans une posture, mais sincèrement, pour l'intérêt général, je ne peux pas
regarder les Français de ma circonscription en Bourgogne en leur disant que je vais approuver un truc dont on ne connaît pas les modalités de financement, qui va d'ailleurs détruire aussi un certain nombre de régimes autonomes qui étaient parfaitement équilibrés, je pense aux avocats ou à d'autres professions. Enfin bref, tout ça n'est pas sérieux. Et tout ça, c'est pas sérieux parce qu'au fond, Emmanuel Macron veut un trophée, il veut brandir un trophée, il veut absolument cocher la case de sa vraie fausse réforme, même si elle n'est pas conforme à l'intérêt des Français. Alors du coup, on comprend bien votre énervement, hein, je dirais. Qu'est-ce que vous allez faire? Le texte va arriver en séance le 17 février, vous êtes député. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez participer au débat? Vous allez faire de l'obstruction parlementaire? On va utiliser les moyens démocratiques qui sont les nôtres, tant que l'Assemblée nationale existe. Mais ils sont nombreux les moyens démocratiques. Même si pour Emmanuel Macron, il est certain que l'Assemblée nationale, n'est pas l'institution la plus respectée. Voilà. Je ne suis pas du tout énervé d'ailleurs, Oriane Mancini, mais je suis passionné parce que je suis un peu révolté quand même, c'est vrai. Je suis un peu révolté. Il y a tellement de grands sujets pour les Français. On est dans un monde qui bascule, dont le capitalisme bascule vers l'Asie et le Pacifique. On est dans le monde de l'irruption de l'intelligence artificielle et de ses imbrications avec le vivant. On est dans le monde du chaos migratoire. On est dans le monde de la conquête islamiste. On est dans le monde du réarmement des puissances autoritaires. Il y a des sujets immenses pour la France et au lieu de s'occuper vraiment de ces sujets immenses, on se paye une espèce de crise de nerfs avec beaucoup de violence sociale, d'énervement, presque une sorte de dépression collective depuis bientôt 18 mois. Il y a eu d'abord la crise des Gilets jaunes, puis le mouvement social. Et pendant ce temps-là, la France avance en marche arrière. On commence la décennie 2020 en marche arrière. La France officielle, le gouvernement français, fait prendre du retard à la France. Et ça, c'est vrai, ça me révolte, comme citoyen et comme député. Et monsieur Larrivé, vous dénoncez en effet la méthode du gouvernement, vous dénoncez à la fois le fond et la forme. Est-ce que cette réforme, malgré tout, elle n'était pas nécessaire, justifiée? Est-ce qu'on peut la qualifier aussi de responsable avec l'idée d'une règle d'or qui la maintienne à l'équilibre? Est-ce que finalement, vous ne jugez pas qu'elle était dans la droite ligne de ce qu'aurait pu faire la droite? Mais ce n'est pas d'avoir mon sujet de se demander ce qu'aurait pu faire la droite, pas la droite. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on dise la vérité aux Français. On a à peu près le même âge, je pense, une quarantaine d'années. Oriane Mancini est beaucoup plus jeune que nous. Ce que je veux dire par là, c'est que notre espérance de vie en bonne santé, et probablement, il y a toujours des exceptions hélas, mais notre espérance de vie en bonne santé est probablement plus élevée que celle de nos parents, assurément plus élevée que celle de nos grands-parents, et probablement les générations qui suivent auront elles aussi une espérance de vie encore plus élevée que la nôtre. Bon, à partir de là, c'est quand même pas compliqué d'assumer l'idée de travailler globalement plus longtemps. Voilà. Moi, j'aurais voté une réforme, Oriane Mancini, j'aurais voulu voter une réforme qui assume l'idée de reporter progressivement l'âge du départ en retraite, premièrement, et deuxièmement, mais pas du tout. Enfin, pardonnez-moi. Bien sûr, avec l'âge d'équilibre qui doit se décaler en fonction de l'espérance de vie. C'est exactement ce que vous décrivez. Monsieur Lecuyer, sauf si on n'a pas lu le même texte, je crois que le fameux âge pivot qui figurait dans une des versions du projet gouvernemental en a été retiré, paraît-il provisoirement. Enfin bon. Mais en tout cas, pour sa partie paramétrique, mais pas pour sa partie systémique. Mais attendez, ce que je voudrais, c'est que maintenant, qu'on arrête d'être enfumé en réalité par ces allers-retours. Il y a eu des modifications des systèmes de retraite sous M. Balladur en 1993, en 2003, en 2010. Bon, il y a eu des évolutions qui étaient des évolutions assez claires qui consistent à dire on travaille un peu plus longtemps, d'une part, et d'autre part, quand il y a des métiers pénibles, eh bien, on prend en compte cela. Voilà, moi je suis favorable à cela. On reporte l'âge de départ à la retraite en fonction de l'espérance de vie en bonne santé, d'une part, et d'autre part, lorsqu'il y a des activités qui sont vraiment pénibles, qui sont usantes, eh bien, il y a des espèces de bonifications qui permettent de partir plus tôt. Ça aurait du sens. Mais ça n'est pas le texte, pardon, vous n'allez pas... Non, mais si la conférence de financement ne trouve pas d'accord, Édouard Philippe a dit qu'il reprenait la main sur l'équilibre, en introduisant certainement l'âge d'équilibre, là, vous votez le texte ? Mais je ne fais pas de politique fiction. Je suis aujourd'hui député saisi d'un projet de loi. Il est devant l'Assemblée nationale. Il y a une commission spéciale qui a commencé cette semaine qui ne dit pas ce que vous dites. Voilà. Donc, je ne veux pas me placer dans des configurations complètement hypothétiques. Voilà. Et par ailleurs, j'ai un problème, mais je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, avec ce que j'appelle cette lubie du système à points, parce que je pense que le monde réel, il est plus compliqué que les lubies technocratiques. Voilà. Il y a des situations qui sont différentes. Quand vous êtes infirmier, c'est pas
exactement la même chose que lorsque vous êtes agriculteur ou lorsque vous êtes avocat. Il y a des professions, il y a des corporations qui se sont organisées, qui sont parfaitement en équilibre. On se demande pourquoi on va aller détruire leurs trucs et au passage, d'ailleurs, en leur prélevant leurs Dernière réserves. question sur ce thème, parce qu'on a d'autres sujets à aborder avec vous. J'ai pas bien compris quelle va être l'attitude des députés les Républicains pendant les débats. Vous dites on a plusieurs objets démocratiques. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il va déposer une motion de censure. Est-ce que vous allez la soutenir ? Non, moi je ne suis pas un allié de la France insoumise, hein, ça ne vous a pas complètement échappé. Je ne voterai pas les motions de censure de Jean-Luc Mélenchon ou de l'extrême gauche. J'ai une motion référendaire. J'ai pas la même. Non, mais attendez, la réponse est simple. Je ne ferai pas front commun avec la France insoumise sur ce sujet. Je ne suis pas un allié ni de M. Mélenchon ni de M. Martinez, le leader de la CGT. Donc vous ne ferez pas d'obstruction parlementaire. Le débat se déroulera comme sur n'importe quel autre texte pour les députés républicains. On fera notre job. Il y aura de la part de mes collègues des amendements, des propositions. Ça a commencé. Notamment, on a la chance d'avoir dans nos rangs quelqu'un de tout à fait éminent que vous connaissez bien, qui est Éric Woerth, qui connaît parfaitement ces questions et qui a mené une réforme des retraites en 2010. Bien sûr, une réforme qui était courageuse. Allez, on va passer à un autre sujet. On va parler des chiffres de l'immigration. Alors oui, autre vaste sujet. C'est vrai que les derniers chiffres donnés par le ministère ont acté le fait qu'il y avait une augmentation assez notable des titres de séjour, un nombre record de demandes d'asile. Je voulais savoir si, selon vous, la politique asile et immigration du gouvernement, les grands thèmes qui avaient été lancés à l'automne dernier, finalement, est-ce que c'est de la poudre aux yeux, selon vous ? Je pense que Emmanuel Macron, je le dis très sérieusement, est un président de la République immigrationniste. Voilà. En 2019, aucun gouvernement, avant celui d'Emmanuel Macron, n'avait délivré autant de cartes de séjour et de visa à des ressortissants étrangers. Vous l'avez dit vous-même, 276 000 cartes de séjour. C'est un record absolu. Est-ce que c'est dans l'intérêt national ? Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai proposé, je suis monté à la tribune de l'Assemblée au mois de septembre pour ça, j'ai proposé une rupture juridique, politique très forte, avec, au fond, 25 ans de politique publique en la matière. Il y a on va juste préciser, vous avez proposé à l'époque un Big Bang juridique national avec l'adoption par référendum d'une charte constitutionnelle sur l'entrée et le séjour d'étrangers en France. Absolument, absolument. Je suis très novateur et très disruptif à cet égard. Je pense, en deux mots, qu'il faut que la France reprenne le contrôle. Voilà. Alors, il y a aussi un autre chiffre, c'est les expulsions d'étrangers. Oriane Mancini, on ne doit pas s'excuser de décider qui entre sur le territoire national. Avoir des frontières, savoir qui entre, ça permet aussi d'accueillir raisonnablement, exactement comme dans une famille. Bon, voilà. Là, il y a un autre chiffre, Guillaume Larrivé, parce qu'on parle de l'augmentation des titres de séjour, mais il y a aussi les expulsions d'étrangers en situation irrégulière qui ont augmenté de 19% avec quasiment 24 000 éloignements. Oui, alors c'est pas malheureusement exactement ça, parce que quand vous regardez de près tout ça, vous avez eu, le chiffre que vous donnez est exact, mais il additionne des choses très différentes. Vous avez eu l'année dernière 9 000 retours forcés, comme on dit. En langage courant, on appelle ça des expulsions. 9 000. Vous avez parallèlement, et ça le ministère de l'Intérieur ne donne pas le chiffre que je vais vous révéler, il y a probablement 1,5 million de clandestins en France, 500 000. J'avais fait un rapport parlementaire il y a quelques mois, qui donnait ces indications. Donc, voyez, et ça, c'est un chiffre qui est issu du travail de votre rapport parlementaire ? Oui, et d'un certain nombre d'études. Ce demi-million ? Oui. Au minimum 350 000, disait le directeur central de la police aux frontières dans ce rapport parlementaire, mais il y a des flux de clandestins chaque année. L'année dernière, vous avez 100 000 déboutés du droit d'asile. Bon, les déboutés, c'est-à-dire des personnes qui en réalité vont devenir des clandestins. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez d'un côté 9 000 retours forcés, mais vous avez 1,5 million de clandestins. Vous voyez bien que tout ça n'est pas maîtrisé. Pourquoi ce n'est pas maîtrisé ? Parce qu'il y a un carcan juridique invraisemblable. Les préfets, les agents de la police aux frontières, ils font leur travail, ils font ce qu'ils peuvent. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'administration ne travaille pas, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils ont des tas d'injonctions contradictoires. Ils sont paralysés. Gulliver est enchaîné, si j'ose dire, par la contrainte juridique
constitutionnelle et conventionnelle. Et donc ça, c'est vraiment un de mes combats majeurs. Je pense que pour reprendre le contrôle du destin national, il faut qu'on fasse ce Big Bang juridique. Et c'est une différence absolument majeure. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles je suis un opposant résolu au macronisme. Je considère que ce sujet n'est absolument pas traité, alors que c'est un sujet d'intérêt vital pour la France et pour les Français. On va parler d'un autre sujet, Julien. Alors, un autre sujet, je n'aimerais pas qu'on en fasse des liens, mais il y a l'affaire Mila a défrayé la chronique récemment. C'est l'histoire de cette jeune fille qui, sur les réseaux sociaux, a été menacée de mort, a dû être déscolarisée après qu'elle ait eu des propos assez polémiques sur l'islam. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a également fait polémique en réagissant à cette affaire et en dénonçant l'insulte à la religion, en mêlant un petit peu le blasphème, dans des termes juridiques un peu imprécis. Vous, est-ce que vous considérez qu'il est possible encore, à l'heure actuelle, d'avoir des propos sur l'islam sans être en difficulté, sans se voir Écoutez, on va se parler directement. Accusé de blasphème? Il y a une espèce de chape de plomb, de tendance à la censure qui est absolument inquiétante dans notre pays aujourd'hui. La garde des Sceaux, Madame Belloubet, est une dame de qualité. Je ne veux pas du tout entretenir de polémique personnelle à son égard, mais ce qu'elle a dit cette semaine est juste complètement hallucinant. Elle a dit exactement le contraire de ce qu'un garde des Sceaux aurait dû dire. En droit français, le blasphème, il n'est pas interdit. On a le droit de critiquer de manière extrêmement vive, même de manière impolie, une religion. On a le droit de critiquer, même de manière impolie, la religion musulmane. Cette jeune femme, Mila, a exercé complètement son droit à la liberté d'expression. Et moi, je ne voudrais pas que cette chape de plomb de la censure ait pour effet de cadenasser le débat public et d'interdire toute expression critique de la religion musulmane, même si les mots de Mila étaient des mots probablement perçus comme durs. Mais voilà, on a le droit en France, depuis le 19e siècle, il y a un droit au blasphème. Pardon de le dire de manière aussi directe, mais je le dis ici, au Sénat, une des institutions de la République française, c'est la liberté. L'égalité, la fraternité, mais la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudrait se soumettre en réalité à des injonctions qui nous interdiraient, aux citoyens et aux citoyennes d'exprimer librement. Vous parlez beaucoup de la soumission, Monsieur Larrivé, d'ailleurs, ça me permet de revenir sur... J'ai même fait un livre là-dessus, en 2017, qui s'appelait Insoumission, exactement, comme une réponse à Houellebecq. Vous parlez de soumission houellebeckienne qui vous taraude, cette soumission. Oui. Vous pensez véritablement que la France est en train de se soumettre à un certain prosélytisme religieux, par exemple? Il faut être extrêmement vigilant. La déclaration de la garde des Sceaux a participé de cette ambiance de soumission houellebeckienne. Vous avez raison de reprendre ce mot que j'ai employé. Et moi, je suis pour l'insoumission au sens houellebecquien, c'est-à-dire je suis pour l'affirmation de la liberté de la nation, je suis pour l'affirmation du droit des Françaises et des Français à continuer à s'exprimer, à penser. Écoutez, je suis député de Lyon. Il y a bien longtemps, le député de Lyon, à la fin du XIXe siècle, c'était Paul Bert. Paul Bert était un des héros de la laïcité au XIXe siècle. Bon, en 2020, je n'ai pas envie que la parole publique et que la parole aussi individuelle des Françaises et des Français soit soumise à une espèce d'approbation par des instances islamiques. Les propos de M. Abdellah Zekri, qui est l'un des responsables d'une association qu'on appelle le CFCM, à l'égard de la jeune Mila, ces propos ont été des propos absolument honteux. Il nous reste très peu de temps, Guillaume Larrivé, un mot sur les municipales. Est-ce que pour les Républicains, les municipales, c'est survivre ou disparaître? Les municipales, j'espère naturellement que dans un grand nombre de villes et de villages, nos amis qui font des vraies campagnes courageuses, énergiques, vont gagner. Ce que je veux dire quand même, on aura l'occasion de développer un peu en guise d'avertissement, c'est que gagner les municipales, c'est évidemment nécessaire, mais ça ne veut pas dire automatiquement que ça permet de préparer 2022. Je ne veux pas aller trop loin dans le paradoxe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est grand temps, dans quelques semaines, de vraiment s'organiser pour la suite. Parce que notre devoir... Il est grand temps, ça veut dire que votre parti ne s'organise pas encore? Notre devoir, c'est de bâtir une grande alternance au macronisme. Et pour ça, on devra rassembler une majorité de Français qui aiment la France. Et pour ça, il va falloir qu'on dialogue
très largement. C'est pour ça notamment que j'enclenche à l'Assemblée nationale un cycle que j'appelle le cycle des rendez-vous pour la France, pour que des personnes qui éclairent l'opinion publique viennent débattre avec nous. Je recevrai le 10 février à l'Assemblée, par exemple, Jérôme Sainte-Marie, qui a fait un livre formidable qui s'appelle Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme. Ce que je veux dire, c'est que juste après... Ce que vous voulez dire, c'est que votre parti ne prend pas cette direction pour le moment ? Ce que je veux dire, c'est que juste après les municipales, peut-être que vous me réinviterez, il sera temps d'enclencher la vitesse supérieure pour bâtir cette grande alternance au macronisme. Moi, je veux vraiment qu'on soit obsédé par cette échéance parce que c'est l'intérêt de notre pays de se sortir de cette triste période macroniste qui aura beaucoup affaibli la France, beaucoup divisé les Français. Moi, je veux qu'on porte un projet de réconciliation nationale et qu'on soit hyper actif, hyper engagé pour vraiment tourner la page du macronisme et le faire assez vite. Dernière question de Julien. Monsieur Larrivé, on sent quand même qu'il y a une volonté pour vous de régénérer les Républicains. On vous a senti très absent ces derniers temps. Volontairement, mais pour préparer quoi ? J'ai fait 3 mois de diète médiatique, non pas que je boudais, j'adore parler aux journalistes, je suis très honoré et très heureux d'être là, mais j'ai voulu pendant 3 mois être vraiment d'abord à l'écoute du terrain, prendre le temps aussi de lire des bouquins, de voir des gens, je continue à le faire, et de manière très libre, parce que j'ai aucun poste opérationnel au sein de l'actuelle direction des Républicains, j'avais été candidat à la présidence, je suis toujours membre des Républicains bien sûr, mais je ne suis pas un adjoint de Christian Jacob, contrairement à d'autres qui ont fait ce choix. J'ai envie, oui, d'apporter librement ma pierre à la construction de cette grande alternance au macronisme en essayant, avec d'autres, de rassembler tous les Français qui aiment la France. Et voilà. Et c'est ça le challenge. Il faut qu'on arrive en 2022 à avoir 50, quelque chose. Et je rappelle une chose, il y a un peu moins de 60 000 adhérents LR aujourd'hui, il y a 47 millions d'électeurs. Il faut vraiment qu'on parle largement, qu'on regarde largement, qu'on dialogue largement et qu'on ne soit pas enfermé dans des murs partisans. Allez, on aura l'occasion de vous réinviter après les municipales pour parler de tout ça. Merci Guillaume Larrivé d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julien. Et on passe tout de suite au Club des Territoires.